Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rapport d'ouverture. ANCIENNETE et ACTUALITE, du Code civil. Jacques Vimon. Maître de conférences de droit privé, ancien directeur de l'IEJ de Martinique, 1994 à 2003, membre de l'Association française d'anthropologie du droit, chercheur au sein du CERJDA. Le code a duré parce qu'il était impersonnel et exempt de toute idée tendancieuse. Rien ne vieillit plus vite que les systèmes doctrinaux, et la loi n'est pas faite seulement pour l'usage d'une génération ou pour la satisfaction intellectuelle d'une école. Monsieur Plagnol, Inutilité d'une révision générale du Code civil, livre du centenaire du Code civil, 1904, tome 2, page 960. Il serait d'une grande fatuité que de prétendre présenter le Code civil en quelques mots. Il faudrait composer un hymne à la gloire de ceux qui ont contribué à son élaboration, une symphonie du Nouveau Monde, pour faire apprécier toute la valeur de cette œuvre. Notre Code civil a eu 200 ans le 21 mars 2004. À l'origine, Code civil des Français, devenu Code Napoléon en 1807, le Code civil marque une étape décisive dans l'évolution du droit. Il a suscité de multiples commentaires et réactions, mais surtout il a exercé une influence indéniable sur de nombreux systèmes étrangers et a permis une projection du droit français dans le monde. Ancienneté et actualité du Code civil, mais nous pourrions inverser l'intitulé de nos propos, actualité du Code car ancienneté de celui-ci, tant il est vrai que le présent se nourrit du passé. Retour au passé ou au présent d'hier. Napoléon, empereur déchu, au crépuscule de sa vie, les yeux fixés sur la mer. Immensité toujours recommencée, lui, empereur d'un territoire éphémère sur un rocher de Sainte-Hélène, confiait à son aide de camp : ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil. Nous pouvons dire qu'au moins pour cette assertion, Napoléon avait raison. Quelles sont les règles essentielles de notre vie quotidienne ? Qu'enseignons-nous dans nos facultés sinon le Code, non plus Napoléon, mais civil ? Si le Code paraît pour d'aucuns désuet, il reste le fondement, la base de notre droit actuel de. Comme l'a écrit le doyen Carbonnier, le droit civil garde le trésor des notions fondamentales. C'est à lui que les autres secteurs du droit viennent demander leur outillage juridique. Le Code est pour la communauté des juristes, le livre de référence. 1. Un code apparemment vieilli. Notre Code civil peut apparaître désuet, voire suranné pour certaines raisons, comme le fait qu'il ait été écrit par des hommes du XVIIIe siècle, mais encore plus parce qu'il puise ses racines dans l'ancien droit, voire dans le droit romain, b. Un code suranné de par ses auteurs. Quand Napoléon décide de codifier le droit français, il fait une œuvre avant tout politique, unifier le territoire français. C'est un phénomène de pouvoir, qu'il impose aux tribuns qui n'y étaient pas favorables, puis à la population d'une bonne partie de l'Europe. Pour confirmer ou conforter cette opinion, la voix de Portalis s'élève. L'ordre civil vient cimenter l'ordre politique. Nous ne sommes pas provençaux, bretons, alsaciens mais français. Et encore la loi, sans s'enquérir des opinions religieuses, ne doit voir que des Français. Des mots qui martèlent le temps et résonnent d'un timbre étonnement actuel. Mais le Code est aussi un phénomène de société, d'une société qu'il décrit et façonne tout à la fois. Il fait appel à 4 rédacteurs, Portalis, Tronchet, Bigot de Préameneu et Maleville. La réunion de ces 4 personnes traduit une volonté d'unification. Portalis, avocat, et Maleville, membre du tribunal de cassation, viennent de pays de droit écrit du sud de la Loire. Tronchet, président du tribunal de cassation, et Bigot de Préameneu, viennent de pays de droit coutumier du nord de la Loire. L'œuvre paraît difficile. Formation juridique différente donc, mais surtout tempérament bien trempé, voire contraire. Bien sûr, Tronchet s'allie à Bigot de Préameneu, défendant tous les deux l'ancien droit coutumier. Portalis et Maleville s'unissent pour mettre en avant le droit écrit inspiré du droit romain. Donc, à la tête de la commission se retrouvent 2 hommes que tout oppose, Tronchet et Portalis. Portalis, jeune, avocat du Midi, sait faire chanter le verbe. Bonaparte disait qu'il était l'orateur le plus fleuri et serait le plus éloquent, s'il savait s'arrêter. 1. À ses côtés, l'accompagnant dans la même mission,
Tronchet, président du tribunal de cassation et ancien défenseur de Louis XVI devant la Convention, beaucoup plus vieux, pointilleux, résolu, avocat réputé, reconnu pour être très procédurier. Napoléon en disait qu'il avait de grandes lumières et la tête très saine pour son âge. Avec ces deux esprits très différents, l'accouchement de l'œuvre paraît difficile, mais il donnera un enfant célèbre et reconnu, le Code civil. Cependant, il ne faut pas oublier que derrière, tel un aiguillon, Bonaparte, présent à chaque instant, a tout fait pour que cette œuvre aboutisse. S'il n'a pas fait le Code civil, il en a été pourtant l'instigateur, donnant des directives, voire des ordres, confère sa conception de l'adoption, ayant comme porte-plume, et quel scribe. Portalis. Référence pour tous, le doyen Carbonnier, dans une phrase imagée, ciselée, comme savait le faire le professeur, résume cette relation. Napoléon et Portalis, le navire et la chaloupe qui suit le navire, l'empereur et le brillant second. 3. Cette simple constatation que le Code civil a été rédigé par des auteurs anciens, affirmation primaire peut-être, pourrait nous faire dire que le Code de 1804 est une page, importante certes de notre histoire du droit, mais page qu'il faut tourner. S'il fallait enfoncer le clou du passéisme, de l'ancienneté du Code civil, il suffirait simplement d'ajouter que les sources, les racines auxquelles il se rattache sont-elles encore plus reculées dans le temps. B. Un code vieilli par ses sources. Le Code de 1804 formule des règles juridiques dont l'origine se trouve dans des systèmes juridiques antérieurs et différents. Deux grands systèmes différents devant lesquels les rédacteurs du Code civil se sont trouvés, et qui reflétaient deux régimes politiques opposés. Le système de l'ancien droit antérieur à la Révolution de 1789. Le système du droit intermédiaire, entre ancien droit et droit civil, le droit de la Révolution. Les rédacteurs du Code civil prélevèrent donc des matériaux de ces différentes sources. Il convient de noter ce caractère fondamental du Code civil d'être polylytique, reposant sur plusieurs matériaux. Il faut ajouter, mais nous y reviendrons, le caractère transactionnel du Code civil quant aux sources d'inspiration et à la façon de construire le Code. 1. Caractère polylytique du Code civil. En effet, de nombreux matériaux ont été extraits originairement de l'ancien droit et donc du droit romain. Obligation, contrat, domaine où l'illustration du droit romain est la plus frappante. On peut même affirmer qu'un véritable pillage du traité des obligations de Potier s'est effectué. Des matériaux ont été également prélevés dans la période révolutionnaire. L'un des principes sur lequel s'appuie le Code civil est l'égalité des droits du citoyen, principe essentiel de la Révolution, une des notions capitales dans le Code civil 4. Le Code civil, ainsi, se construit de matériaux venant de sources juridiques différentes. 2. La démarche transactionnelle du Code civil. Dans son idéologie, dans sa présentation et dans sa forme, le Code civil traduit les traits essentiels de la Révolution. Son esprit peut se conjuguer sur deux tons, individualisme et égalité. Mais les rédacteurs, imprégnés d'un moralisme chrétien de coloration janséniste, la touche de Portalis, réprouvent tout ce qui n'est pas conforme aux bonnes mœurs, article 6. On peut, à l'heure actuelle, mettre en cause particulièrement cette conception individualiste, affirmée tout spécialement par l'article 544-5 la proclamant au plus haut point, puisque déjà élevée au niveau de droit naturel par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789-6, relayée plus tard au plan national par le Conseil constitutionnel et européen par la Convention européenne des droits de l'homme 8, une prérogative individuelle voire absolue, le droit de propriété sur un bien. Ne pourrions-nous pas parler d'une conception non nouvelle, mais réactualisée d'une socialisation des droits ? Josserand avait-il tort ou plutôt avait-il raison trop tôt 9 ? Problème essentiel à l'heure actuelle de l'exercice des droits, droit égoïste, Ripper ou droit à fonction sociale, Josserand ? Comme juristes, nous avons notre part de responsabilité dans la réponse à donner. Cependant, il ne s'agit pas de remettre en cause le Code civil. Il convient seulement d'appliquer, d'interpréter les textes du Code qui ont dû traverser le temps car textes fondamentaux. Dit autrement, le Code civil existe, il est un monument incontournable. Le doyen Carbonnier n'écrivait-il pas ? Le Code civil est le monument central où le civiliste moderne est sans cesse ramené. Il faut simplement l'éclairer, non plus avec des bougies mais avec des néons. Par le Code civil, mais au-delà du Code civil affirmait déjà Saleil.
Tout est dit. 2. Un code qui reste d'actualité. Le Code civil a été plusieurs fois revisité, et il n'y a pas encore si longtemps. Mais force est de constater que le style, la langue du code n'ont pas vieilli, ne serait-ce pas plutôt nous qui subirions l'outrage du temps, et il conviendrait que notre législateur contemporain en prenne quelques leçons. De plus, le pouvoir d'appréciation des textes, laissé aux juges, ministres d'équité, conception qui s'oppose aux idées de la Révolution, donne au Code civil une jeunesse toujours renouvelée. B. A. Un code présent dans sa forme. 1. La vitalité du code réside d'abord dans son style. La concision du style a fait de l'œuvre un modèle du genre. Jérémie Bentham, philosophe et jurisconsulte anglais, 1748 à 1832, disait que chaque mot du code était pesé comme des diamants 10. Puis, le contenu lui-même du Code civil nous fait voyager dans le temps, à la rencontre par exemple d'Ésope et de ses fables 11, côtoyant Cervantes et son célèbre Don Quichotte 12, voire invitant pour un bout de chemin Gébrassens 13. On en arrive à se demander si la lecture du Code civil ne procède pas d'un exercice à la Prévert. Ce que l'on retiendra surtout le plus dans le Code, c'est l'usage parfait des formules lapidaires, le mot juste, la fermeté du style et l'emploi contrôlé du verbe. Le Code civil est donc une référence et dans ses dispositions les plus importantes, il donne avec, soit la banalité, soit la technicité, le caractère temporel qui le maintient comme la Bible, du juriste 14. Donnons comme exemple des dispositions concrètes relatives spécialement au droit des biens, peut-être populaire 15. Quant aux formules plus abstraites, nous pensons au droit des obligations et particulièrement aux textes fondamentaux 16 et notre chemin nous conduit tout naturellement dans le domaine des conditions 17. Alors, dans ce style parfait, étrange pour certains, vieillots avanceront même les iconoclastes, nous retrouvons simplement la concision et l'exactitude du langage 18. Lire le Code civil revient à se ressourcer juridiquement, mais aussi grammaticalement 19. 2. Quant à la structure, l'esprit de méthode habite l'ouvrage. 6 premiers articles sous un titre préliminaire et tous les autres articles regroupés en 3 livres font que, lorsque le législateur contemporain veut modifier les lois du Code, il peut maintenir l'ordonnancement de celui-ci. On peut d'ailleurs revenir sur ces livres et leurs intitulés, et nous verrons que contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la personne qui est mise en avant, mais le pouvoir que peut exercer cette personne sur les choses, car qui domine les choses 20 domine les êtres. Un premier livre certes est relatif aux personnes, mais ensuite 2 livres concernant la propriété. L'un est intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété ». L'autre s'intéresse aux différentes manières dont on acquiert la propriété. D'ailleurs, il suffit de reprendre quelques réflexions de Bonaparte, l'âme du Code, et de certains jurisconsultes pour s'en persuader 21. Démarche qui traduit sans doute un moment privilégié, exaltation de la propriété individuelle, développée depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais cette notion est si présente depuis que l'homme existe, elle est la traduction juridique de cette pulsion qui anime chaque individu de devenir propriétaire. Là aussi réside l'actualité du Code civil. B. Un code qui reste jeune dans son esprit, dans le fond. Contrairement à nos législateurs modernes qui veulent tout régler, tout prévoir, d'où multiplication ou multiplicité de textes, parfois contradictoires 22, Portalis et les rédacteurs du Code civil avaient compris que le rôle du législateur était de donner à la loi une valeur générale, mais pouvant supporter le poids du temps, 1, et qu'il fallait laisser au juge le rôle d'appliquer et surtout d'interpréter les textes en fonction des faits, 2. En fixant les principes de solution et des principes de vie, en rassemblant les dispositions d'un droit commun de la France, les rédacteurs n'ont pas voulu tout régler. La prudence, l'impossibilité de prévoir les conséquences sociales d'interventions trop précises les en ont dissuadés. Ils en sont restés à l'essentiel d'une vie en société. Des conditions minima, respect des contrats, famille, propriété, les 3 piliers du droit pour reprendre une formule célèbre du doyen Carbonnier. 1. Des articles généraux ou fondamentaux qui ont traversé les siècles. Avec une certaine provocation, nous oserions dire que le Code civil pourrait se résumer à une demi-douzaine d'articles fondamentaux. N'y a-t-il pas de meilleure boussole pour le juriste que Article 6.
On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Article 544. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Article 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Article 1382. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Tout est dit en quelques articles, les droits, mais aussi les limites, dans les domaines essentiels. Faisons nôtre la phrase de Plagnol, notre code civil pour moi c'est comme la grande loi des 12 tables. Les Romains n'ont jamais révisé les 12 tables. Conservons nos lois essentielles, laissons-les vieillir et retouchons-les modérément en cas de nécessité bien démontrée. Les lois sont des vêtements qui s'assouplissent par l'usage et qui ne s'accommodent qu'à la longue aux formes du corps. 23. Ce qu'avaient compris les rédacteurs du Code civil dans leur grande sagesse, c'est qu'un code, quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé, que 1000 questions inattendues viennent s'offrir aux magistrats. Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu'elles ont été écrites. Les hommes au contraire ne se reposent jamais, ils agissent toujours. L'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales de droit, d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. 24. Et c'est alors que le Code civil nous livre la sève de son contenu, sa jeunesse. 2. Le pouvoir d'interprétation donné aux juges, démarche visionnaire des rédacteurs du Code civil. Revenons encore sur ce qu'écrivait Portalis. Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l'empire de l'usage, à la discussion des hommes instruits, à l'arbitrage des juges. C'est aux magistrats, aux jurisconsultes pénétrés de l'esprit général des lois à en diriger l'application. 25. Quelle clairvoyance, quand on voit des textes aussi fondamentaux que les articles 1382 et suivants relatifs à la responsabilité civile délictuelle. Que ne leur a-t-on pas fait dire 26. D'une responsabilité subjective. Je suis responsable car j'ai conscience de mon acte dommageable. On passe sans problème, avec le même texte, à une réparation objective. J'ai commis un acte dommageable, je dois réparation à la victime. S'estompe la conception judéo-chrétienne de la responsabilité et donc de la réparation, toute baignée de la notion de faute, pour en venir à l'essentiel, la protection de la victime et la réparation à tout prix, ce qui permet d'affirmer la responsabilité du fait d'un tiers, même si ce fait n'est pas fautif. 27. Et pourtant dans leur principe, les textes n'ont guère changé. 28. Tout cela montre le caractère étonnamment adaptable du Code civil, de ces textes fondamentaux, aux conditions évolutives de la société. 29. S'adapter, n'est-ce pas faire preuve d'actualité? 30. Le Code civil, avec ses 2 siècles, est beaucoup plus jeune que certains textes qui n'ont que quelques années. Nous n'aurons pas l'outrecuidance de citer des exemples. Alors en guise de conclusion, reprenons les propos de Plagnol dans son article précité de 1904. Ma conclusion serait donc non pas qu'il ne faut pas faire des réformes, si j'en avais les moyens j'en proposerais moi-même plusieurs, mais il faut procéder par voie de réforme partielle, modérément et avec précaution, et que ce serait folie de raser le château pour changer quelques poutres ou quelques ardoises. 31. Ce château n'est pas de sable. Napoléon pourrait regarder son œuvre. La mère de Sainte-Hélène n'a pas attaqué, malgré ses assauts, le château de marbre. 32. On parle aujourd'hui de l'élaboration éventuelle d'un code civil européen. Sans nier une nécessité d'harmonisation des droits, notamment dans le domaine des contrats, l'importance prise par les droits de l'homme dans leur définition et surtout par l'élargissement de la communauté européenne, intégrant des pays aux fondations si diverses, il est sans doute trop tôt pour envisager une telle œuvre. 33. Face à la houle puissante du temps, le Code civil se dresse comme un phare éclairant la loi des hommes. La fin du mythe de l'EGALITE des contractants. La prise en CONSIDERATSION de la QEALITE des parties par le droit des contrats. Frédéric Leclerc, professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane. Introduction. Prétendre parler de la fin du mythe de l'égalité des contractants et de la prise en considération de la qualité des parties par le droit des contrats ne s'avère pas a priori être une tâche aisée. Pourquoi ? Pour au moins 2 raisons. D'une part,
Le thème proposé suggère l'idée d'une évolution, d'un changement, avec pour point de départ un postulat d'égalité des contractants, et pour point d'arrivée la négation de cette égalité à travers la prise en compte de la qualité des contractants. Or, une lecture même rapide des articles 1101 et suivants du Code civil révèle que le titre 3 du livre 3 de ce code est demeuré presque inchangé dans sa lettre depuis 1804. Et une observation du même ordre vaut pour les différents titres consacrés par le Code civil aux contrats dits spéciaux. Ainsi, l'évolution dont doit traiter la présente communication ne se retrouverait apparemment point dans le Code dont il s'agit de célébrer le bicentenaire. D'autre part, l'intitulé de cette communication nous indique qu'il est question d'un mythe, notion polysémique que l'on peut définir dans le présent contexte comme une construction de l'esprit qui ne repose pas sur un fond de réalité 34. Or, il n'est pas facile de parler sérieusement de ce qui n'existe pas. Plus encore, il s'avère difficile de se pencher sur un mythe dont on peine à croire qu'il ait pu exister. De fait, le mythe qui nous intéresse aujourd'hui est le mythe de l'égalité des contractants, c'est-à-dire la croyance en une égalité véritable des personnes passant un contrat. Comment, s'interrogera-t-on, est-il possible de croire en une chose pareille? Comment avoir foi en cette égalité, qui évoque l'idée de rapport entre individus, et plus précisément l'idée de rapport entre personnes semblables, dotées d'une même valeur, d'une même condition, d'une même qualité, pour reprendre les critères de ce qui fait l'égalité? N'est-il pas possible aujourd'hui comme hier d'ouvrir les yeux et de porter un regard circulaire sur l'inégalité qui partout semble nous entourer? L'inégalité qui par exemple menace l'incapable, qu'il faut protéger contre lui-même en raison de la faiblesse issue de son manque de discernement ou de l'altération de ses capacités mentales ou corporelles. Mais incapable qu'il faut aussi et en même temps protéger contre autrui, du fait de la rupture d'égalité entre parties au contrat que provoque cette faiblesse. Or, la situation de faiblesse se traduisant par une rupture de l'égalité au sein du rapport contractuel déborde très largement le contexte des incapacités. Les facteurs susceptibles de conduire à un déséquilibre du rapport des forces en présence sont en effet multiples, en même temps d'ailleurs qu'universels et de toutes les époques. En premier lieu, une personne pourtant réputée juridiquement capable peut en raison de son grand âge ou de son état physique être considérée comme placée dans une position d'infériorité et donc d'inégalité. Ainsi en sera-t-il d'une octogénaire isolée et partiellement hémiplégique, ou de la victime d'un accident privé de son conseil et dans un état psychique manifestement déficient. Ici, l'affaiblissement des facultés devient source de vulnérabilité. Mais la vulnérabilité peut aussi avoir sa source dans l'incompétence technique de l'une des parties au contrat. Lorsque le contrat porte sur l'acquisition d'un produit d'une technologie sophistiquée, ou sur une prestation de service complexe, l'acquéreur ou le créancier de la prestation sera étroitement tributaire des informations, renseignements et conseils que lui prodiguera le spécialiste professionnel. À n'en pas douter, ce dernier jouit d'une supériorité d'ordre technique fragilisant la position de son partenaire de spécialités différentes. En troisième lieu, la disparité de puissance puise son origine dans des facteurs d'ordre économique ou social. L'avènement de la distribution de masse a en effet entraîné une évolution du rapport producteur-distributeur-acheteur et modifié profondément la pratique contractuelle. Au contrat librement négocié est venu se substituer ce qu'on a appelé le contrat d'adhésion, lequel est devenu le type le plus courant de contrat à l'époque moderne. Ce type de contrat traduit une double inégalité. Celle préalable au contrat, résultant non seulement de la disparité de puissance économique ou financière des deux parties au contrat, mais encore de leur position contractuelle respective, l'une offrant un produit usuel ou un service dont l'autre, qu'elle soit simple particulier ou entreprise, ne peut se passer et ne peut qu'accepter. Mais inégalité également consécutive au contrat, la spécificité du contrat d'adhésion, résidant dans le fait que l'un des contractants en rédige entièrement le contenu, auquel son partenaire ne peut qu'adhérer en bloc, sans discussion possible. Cette situation d'infériorité de l'une des parties au plan économique et social n'affecte d'ailleurs pas seulement les contrats les plus usuels. Une autre catégorie de contrats, mettant cette fois en présence des commerçants, des agriculteurs ou des petites et moyennes entreprises a été magistralement mise en évidence par un auteur 35 L'' du concept de dépendance économique.
Concept qui fait clairement ressortir la situation d'infériorité de l'assujetti, tributaire pour son existence ou sa survie de la relation régulière, privilégiée ou exclusive, qu'il a établie avec son cocontractant, le partenaire privilégié, ce qui a pour effet de le placer dans sa dépendance économique et sous sa domination 36. Enfin, de manière plus générale, l'inégalité paraît bien caractériser les hommes lorsqu'ils se trouvent dans la perspective d'un contrat. Ainsi qu'il a été expliqué, tel sera pressé de vendre sous l'effet d'une nécessité matérielle, tandis que l'autre n'aura pas besoin de vendre et pourra attendre. En bref, l'égalité notamment économique ou psychologique serait impossible à réaliser. Partout régnerait l'inégalité, qu'il s'agisse d'une inégalité structurelle irrémédiablement attachée pour des raisons précises en même temps que récurrente à un type de contrat donné, ou qu'il s'agisse d'une inégalité conjoncturelle, présente au gré des contrats pour des motifs variables. Au vu de tout ceci, l'égalité entre contractants ne peut naturellement qu'apparaître comme un mythe. Et il semble même surprenant qu'en 1804 ou à toute autre époque, un tel mythe ait pu exister. Mais puisqu'il est ici question de s'interroger sur la fin du mythe de l'égalité des contractants, ce qui présuppose qu'un tel mythe ait néanmoins pu exister, force est bien de s'enquérir de son existence éventuelle, spécialement dans l'esprit des rédacteurs du Code civil. Pareille recherche ne peut d'ailleurs qu'intéresser. Effectivement, au-delà de la diversité des motifs pouvant la provoquer, l'inégalité des parties au contrat retrouve son unité dès qu'il s'agit des conséquences pouvant en résulter. Qu'elles proviennent d'une altération physique ou morale, d'une incompétence technique ou d'une disparité de puissance économique, l'infériorité de l'un des contractants risque bien de conduire le plus souvent au même résultat. Un contrat au contenu abusif, ouvertement contraire à l'équité et consacrant l'exploitation du faible par le fort sans que le premier puisse réagir aux agissements du second. Concrètement, la supériorité du plus puissant prendra la forme de sollicitations agressives ou de menaces de rupture en vue d'arracher le consentement de la protection de la partie faible. Elle se matérialisera par des clauses draconiennes, visant à alléger les obligations du stipulant et à accroître corrélativement celles de l'adhérent. L'inégalité préexistant au contrat trouve de la sorte un prolongement au sein du rapport contractuel. Face à de telles conséquences, la norme juridique peut envisager un traitement de l'inégalité, soit qu'elle restaure les conditions d'un débat équilibré par la promotion de l'égalité, soit qu'elle tempère ou annihile les conséquences de l'inégalité en imposant un cadre contraignant dès lors qu'est constatée une inégalité structurelle. Mais pour qu'il en aille ainsi, encore faut-il que l'inégalité soit perçue et plus encore soit jugée digne de se voir prise en considération. Dans ces conditions, on mesure l'importance qu'il y a à rechercher si le mythe de l'égalité des contractants a ou non influencé dans leurs tâches les rédacteurs du Code civil. Car en admettant que tel ait été le cas, la conséquence en serait l'absence chez eux de toute volonté de traitement de l'inégalité. Ce qui donnerait aux articles 1101 et suivants du Code civil une vocation bien incertaine à pallier les inégalités ayant pu être constatées depuis. À l'opposé, si le mythe de l'égalité des contractants ne les a point inspirés lorsqu'ils ont forgé la théorie générale ainsi que le droit spécial des contrats, peut-être y a-t-il tout près de nous, sous ces règles inchangées depuis à présent 2 siècles, de précieux instruments permettant à travers une prise en considération de la qualité des parties, de lutter efficacement contre l'inégalité des contractants ou ses conséquences néfastes. Depuis longtemps déjà, et jusqu'à une époque encore récente, le Code civil a été souvent dépeint comme un véritable hymne à l'individu et à ses qualités natives, louant une égalité supposée entre parties contractantes. Cependant, cet hymne à la liberté et l'égalité n'a pu masquer de nombreuses inégalités dont l'ampleur a crû au fil du siècle, mais dont la réalité tout au moins en germe existait dès 1804. D'une inégalité supposée ont ainsi jailli des inégalités avérées, mais néanmoins occultées. Tel est le premier mouvement auquel la présente communication souhaiterait s'intéresser. Mais l'évolution ne s'est pas arrêtée là. Au-delà du silence du Code civil, vénérable monument dont la révision n'a jamais abouti, plusieurs courants se sont rejoints pour stigmatiser les inégalités présentes au sein de nombreux contrats, et trouver les moyens de les traiter juridiquement. Tous efforts menés hors du Code civil, du moins en apparence. En effet,
Précédant parfois le législateur ou complétant souvent son effort, la jurisprudence a su exploiter les ressources offertes par le Code civil pour combattre les inégalités. À tel point qu'aujourd'hui, cette jurisprudence fonde l'espoir de certains en un monde contractuel meilleur, où l'égalité deviendrait un but à atteindre ou du moins à approcher. Des inégalités condamnées à l'égalité recherchée, tel est le second mouvement qui doit rythmer cette communication, de IDELEGALITESUPPOSEE, OINEGALITESOCCULTEES. Aux yeux de beaucoup, les rédacteurs du Code civil de 1804 seraient partis d'un présupposé d'égalité des contractants pour bâtir les règles gouvernant les contrats, ce qui se serait traduit par l'occultation d'inégalités déjà présentes en 1804, mais dont l'ampleur devait considérablement s'accroître à mesure que le siècle s'avançait. Cette inégalité supposée A, puis ces inégalités occultées, B, doivent être successivement dépeintes. A. L'égalité supposée. La croyance en un mythe de l'égalité qui aurait inspiré les rédacteurs du Code civil reste aujourd'hui vivace. 1. Une telle croyance doit être démythifiée, comme l'a été plus haut l'égalité elle-même. Pour qui veut regarder le Code civil de plus près 37, plusieurs éléments attestent de ce que les rédacteurs du Code civil n'ont point fondé leur démarche sur le mythe de l'égalité des contractants. 2. 1. Le mythe de l'égalité aurait habité l'esprit des rédacteurs du Code de 1804. À croire beaucoup d'auteurs d'hier mais aussi encore d'aujourd'hui, le droit civil des contrats de 1804 s'est bâti sur le fondement de l'autonomie de la volonté. Fondement ayant lui-même pour origine la doctrine philosophique de l'individualisme juridique, ainsi que la croyance en les bienfaits du libéralisme économique. Le lien unissant autonomie de la volonté et égalité est trop connu, pour que l'on doive trop longtemps s'y attarder. 38. À la base de tout figure la primauté de l'homme et la croyance en ses qualités natives, égales pour tous, qui vont permettre de construire un ordre nouveau reposant sur la liberté. La société doit consacrer la liberté qui appartient naturellement à l'homme, ce qui entraîne deux conséquences. D'une part, l'homme ne doit pas être assujetti à des obligations auxquelles il n'a pas consenti qui risqueraient d'être tyranniques. Mais à l'inverse, toutes les obligations qu'il a voulu s'imposent à lui. Être libre, c'est être admis à restreindre soi-même sa liberté. C'est donc la volonté de l'homme qui est à la source de tous les droits et obligations. L'individu n'est lié que par sa volonté, directement dans le contrat, indirectement lorsque l'obligation se voit imposée par la loi. Non seulement source d'obligation, cette volonté se voit dotée d'une véritable vertu morale ainsi que d'une véritable vertu économique. 39. Car permettre aux hommes de contracter comme ils l'entendent constitue le meilleur moyen d'établir entre eux les rapports les plus justes en même temps que les plus utiles. Si un débiteur se lie, c'est que le contrat sauvegarde ses intérêts. Les individus étant égaux et libres, le contrat librement débattu, fruit de la discussion, sera nécessairement équitable. 40. Chaque individu étant le meilleur juge de ses intérêts, comment pourrait-il consentir à un contrat qui lui porte préjudice ? Pour toutes ces raisons, les volontés privées n'ont pas à se plier aux règles d'une justice objective, l'autonomie de la volonté garantissant la liberté, l'égalité et donc la justice. Qui dit contractuel dit juste. 41. Mais qui dit contractuel dit aussi utile, les tenants du libéralisme économique pensant que le libre jeu des initiatives individuelles assure spontanément la prospérité et l'équilibre économique. Tel est le mythe de l'égalité des contractants. Est-il vrai que ce mythe, et la théorie de l'autonomie de la volonté qui le sous-tend, ont imprégné l'esprit des rédacteurs du Code civil lorsqu'ils ont construit la théorie générale du contrat ? Plusieurs observations tendraient certes à le prouver. À commencer par le fait que le Code civil a été rédigé en plein essor du libéralisme économique, avec la volonté de laisser les hommes suivre assez librement leurs intérêts particuliers. C'est ce sentiment de liberté, dira Bigot préameneux, qui fait prendre à l'industrie tout son essor et braver tous les périls. 42. Ensuite, nul ne peut disconvenir de ce que le Code civil a retenu le principe de liberté contractuelle, suite naturelle de l'autonomie de la volonté. Enfin, force est d'admettre que le modèle contractuel offert par la société en 1804 était bien le contrat de gré à gré, a priori né d'une libre discussion entre les parties. Pourtant,
En dépit de ces observations, il ne semble pas que le mythe de l'égalité, pas plus d'ailleurs que son principe fondateur de l'autonomie de la volonté, ait inspiré les auteurs du Code Napoléon. 2. Au moins 3 séries d'arguments permettent de se convaincre de ce que les rédacteurs du Code n'ont point tiré l'inspiration de leur œuvre du mythe de l'égalité des contractants. A. En premier lieu, la filiation du droit des contrats ne le relie pas à la théorie de l'autonomie de la volonté. En effet, le Code civil, et notamment le titre 3 de son livre 3, plonge ses racines dans une double tradition. La tradition romaine et la tradition canoniste, c'est-à-dire 2 traditions que n'ont guère imprégné l'individualisme et le libéralisme, lesquelles ne séduiront les esprits qu'à la fin du XVIIIe siècle. La tradition romaine tout d'abord. Dans sa présentation du titre des contrats au corps législatif, Bigot de Préameneux déclara: elle serait bien mal entendue les dispositions du Code civil relatives aux contrats, si on les envisageait autrement que comme des règles élémentaires d'équité dont toutes les ramifications se trouvent dans les lois romaines. Dans la tradition romaine, retenant une conception formaliste du contrat, une convention est obligatoire non parce que les parties l'ont voulu, mais parce qu'elle se coule dans un moule prédéterminé par la loi. La tradition canoniste, ensuite, qui même si elle retient la vision d'un contrat consensualiste, n'en exige pas moins que la convention ne tente pas à obtenir de l'autre un enrichissement injuste, d'où l'annulation sur le fondement de la lésion de tous les contrats où la justice commutative n'a pas été respectée. D'où la théorie de la cause impliquant que l'on n'ait pas donné sa parole pour rien. Ainsi que le révèlent les travaux préparatoires, les rédacteurs du Code civil se sont constamment référés à la morale et à l'équité prônée par Domat puis Pothier. L'article 1134 al. 3 atteste de la prise en compte de la bonne foi dans le Code lorsqu'il met l'accent sur la loyauté dont doivent faire preuve les contractants. L'image d'un contrat nécessairement juste parce que librement discuté entre parties d'égale puissance n'est pas ici de mise. Mais ce n'est pas tout. B. Afin de se convaincre de ce que les rédacteurs du Code civil n'ont pas cru au mythe de l'égalité des contractants, il suffit là encore de se référer aux travaux préparatoires du Code de 1804. Toute égalité autre que celle des droits, peut-on y lire, est évidemment contredite par la nature qui a établi sous les rapports physiques et moraux une bien grande distance entre les individus qu'il ne pourrait en résulter de la différence des fortunes 43. Quant à Portalis, il déclare: les hommes ne naissent égaux ni en taille, ni en force, ni en industrie, ni en talent. Si les hasards et les événements mettent encore entre eux des différences, alors ces inégalités entraînent nécessairement celles qu'on rencontre dans la société 44. Ainsi, à l'égalité de l'homo juridicus ou de l'homme en soi, égalité idéale, abstraite et purement nominale, fait face l'égalité effective, concrète, qui n'existe pas et ne peut être qu'un mythe. Dans ces conditions, croire que les rédacteurs du Code civil ont cru à une philosophie nouvelle, fondée sur la primauté de l'individu, sur la croyance en ses qualités natives, et ainsi sur l'égalité entre les hommes, n'est rien d'autre qu'ajouter un mythe à un autre. La réglementation du contrat dans le Code Napoléon dément d'ailleurs une quelconque foi en l'égalité naturelle entre contractants. C'est si le postulat d'une vision égalitaire des parties contractantes correspondait à la réalité de 1804, la théorie générale du contrat ne serait pas telle qu'elle est depuis cette époque. À n'en pas douter, les rédacteurs du Code civil n'ont pas entièrement adhéré au postulat sur lequel repose la théorie de l'autonomie de la volonté. Contracter, ce n'est pas simplement vouloir, c'est aussi employer un instrument forgé par le droit en vue de la promotion de certaines finalités. En atteste la subordination de la force obligatoire des conventions à l'exigence qu'elles aient été légalement formées, ainsi que l'énonce l'article 1134 du Code civil. Parmi les valeurs présentes à l'esprit en 1804, figure certainement celle de permettre une vérification de l'adéquation du contrat avec les intérêts des parties. Par exemple, alors que conformément à l'enseignement du libéralisme économique, Cambacérès ne sanctionnait pas la lésion dans ses projets de code, les rédacteurs avec à leur tête Portalis obtiendront le rétablissement de la lésion dans 3 cas, notamment en matière de vente. À son appui, Portalis fera valoir l'existence d'un point de vue moral d'un juste prix en soi, la lésion au-delà de certaines limites pouvant devenir intolérable 45. De la même manière, à propos de l'exigence d'existence de la cause formulée par l'article 1131 du Code,
Portalis dans son discours préliminaire a nettement proclamé qu', il n'y a de cause dans la vente que lorsque le prix est en proportion avec la valeur de la chose vendue 46. Le droit spécial de la vente, à travers son article 1603, ou celui du louage d'ouvrage, par son article 1794, montre également les limites que les rédacteurs ont entendu assigner à la liberté contractuelle au nom de la préservation des intérêts des parties contractantes. Incontestablement, ces règles interdisent de croire à la présence en 1804 du mythe de l'égalité des contractants, corollaire de l'autonomie de la volonté et du libéralisme économique. Mais alors, s'interrogera-t-on, pourquoi les rédacteurs n'ont-ils pas été plus loin, et pourquoi n'ont-ils pas élaboré un corps de règles spécifiques ayant pour finalité de lutter contre les inégalités ? Car même si le Code civil a fourni au contrat une ossature permettant de brider les excès de la liberté contractuelle, il n'en reste pas moins vrai que les inégalités, bien réelles en 1804, ont été largement occultées. B. Les inégalités occultées. Tant l'analyse de la théorie générale du contrat que celle du droit des contrats spéciaux révèlent, au-delà des quelques limites assignées à la liberté contractuelle, l'absence de véritable prise en compte de l'inégalité des parties contractantes, l'absence de régime juridique lié à la qualité des parties. Plus précisément, les inégalités semblent bien avoir été ignorées, 1, si ce n'est même acceptées, 2. 1. Les inégalités ignorées. Les rédacteurs du Code n'ignoraient pas, on l'a vu, les inéluctables inégalités caractérisant la condition des hommes. En outre, comme le relevait Tissier lors du centenaire du Code civil, nul ne peut nier que le contrat de travail était déjà à l'époque le plus fréquent de tous les contrats, sans qu'une législation appropriée ne vînt compensant l'inégalité séparant l'ouvrier des propriétaires 47. La question surgit alors de savoir pourquoi de telles inégalités ont pu être délibérément ignorées des rédacteurs du Code civil. Deux arguments s'offrent à l'esprit en vue de répondre à cette délicate question. D'une part, l'argument fourni par l'environnement contractuel de l'époque, A. D'autre part, l'argument tiré de l'art de légiférer qui a animé les rédacteurs du Code, B. A. L'argument de l'environnement contractuel. L'inégalité peut revêtir, avons-nous vu, une dimension structurelle ou un aspect conjoncturel 48. Alors que l'inégalité structurelle caractérise une situation où l'un des contractants se trouve du fait de la nature même du contrat en position d'infériorité, l'inégalité conjoncturelle prend sa source dans toute une diversité de motifs, et se manifeste de multiples façons, ce qui lui ôte toute homogénéité et rend son traitement passablement délicat. À l'époque du Code civil, et si l'on accepte le cas particulier du louage de services ou contrat de travail, les inégalités possédaient une dimension très essentiellement conjoncturelle. L'environnement contractuel offrait l'image type du vieux contrat de vente traditionnel passé dans le monde rural et commercial entre personnes d'identique situation juridique, où les deux exposent et discutent leurs prétentions opposées en un libre débat, accord dont la conclusion sera le fruit de concessions réciproques. En bref, même si les auteurs du Code civil n'étaient point dupes du mythe de l'égalité des contractants, il reste que dans l'immense majorité des contrats, le contrat obéissait au modèle du contrat de gré à gré. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.